Bonjour à tous, Ulrich Genisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle et toujours vivant depuis 2013. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Marion. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps que tu nous suis, donc je suis persuadé que ton témoignage va être encore très important et va venir enrichir l'ensemble des connaissances sur le régime cétogène. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui hésitent. Pour faire ces 100 portraits keto, je vais avoir 250 volontaires. Alors, il y a tout à eu plein de problèmes, problèmes techniques, connexion Internet, matériel, des gens qui finalement prennent rendez-vous mais viennent jamais, etc., etc. Donc, et puis aussi beaucoup de gens qui voulaient bien témoigner, mais ils étaient vraiment très timides et ils n'arrivaient pas à surpasser ça. Et donc, c'est pour ça que je remercie vraiment chaque invité parce que je sais ce que c'est difficile, parler devant la caméra, tout ça. D'autres personnes vont venir juger ce que tu as fait, forcément. Donc, merci pour ton courage de bien vouloir témoigner. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc, moi, je m'appelle Marion Rouby, j'ai 33 ans, j'habite donc en France, en Alsace et plus précisément dans le Haut-Rhin. Et je suis infirmière spécialisée au bloc opératoire. Donc, du coup, mon métier consiste essentiellement à assister les chirurgiens pendant les interventions chirurgicales. Et puis, sinon, d'un point de vue santé, j'ai pas de problème particulier. Voilà, tout Alors, va bien. ma Mieux. question est pourquoi avoir envisagé à un moment donné et quand le régime cétogène? Et ben en fait, c'est un livre sur lequel je suis tombée qui a complètement changé ma vie, si je peux dire ça comme ça. Oui, oui. Du coup, c'est l'alimentation, enfin la nutrition du cerveau de Max Lugavere. Donc j'ai commencé à lire ce livre et en fait j'ai eu une prise de conscience incroyable. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que scientifiquement il y a plein de choses qui sont prouvées et puis ben ça permet en fait vraiment d'y croire et de se remettre en question. Et puis donc ouais, il décrit dans ce livre les 10 super aliments, voilà, une autre façon de fonctionner. Et puis suite à ça, ben j'ai vraiment fait des recherches encore sur internet. Je suis tombée sur votre site, Eat Fat to Be Fit. Et du coup, ben j'ai adhéré à la Céto Academy. Et après, je me suis lancée dans les vidéos. Et puis voilà, c'était parti quoi. Donc du coup, bon ben suite à cette mise en place de l'alimentation, j'ai perdu du poids effectivement. J'étais pas forcément venue là pour cet objectif. Et puis aujourd'hui, je dirais que je suis plus dans un objectif santé. Donc essayer de vivre le plus longtemps possible ben, en bonne santé. Donc voilà, je crois que je suis sur la bonne voie. Oui, oui, oui. Il y a au moins 4 ou 5 ans, j'ai écrit un article sur le régime cétogène comme la nouvelle fontaine de jouvence. Et c'est vrai qu'il y avait encore peu de science, il y avait des indices, mais ce n'était pas encore clair. Et aujourd'hui, on voit très bien que les corps cétoniques, directement en tant que molécules de signalisation, sont au cœur d'un processus qui va nous permettre de vivre en bonne santé longtemps. Donc, je suis persuadé que d'ici 20 ou 30 ans, toute la littérature scientifique sera faite là-dessus. Et puis, en plus, il y a plein d'entreprises qui ont intérêt à faire des brevets sur des corps cétoniques synthétiques, des esters, etc. Donc, on va nous vendre les corps cétoniques comme la molécule indispensable à avoir pour vieillir en bonne santé, mais il suffit juste de faire un régime cétogène, il n'y a rien besoin d'acheter spécifiquement. Hein. Ouais, tout à fait. Il faut juste se lancer, quoi. Bon. Oui, donc toi, ça fait combien de temps que tu suis un régime cétogène maintenant? Du coup, donc moi, c'était en mars 2022 où j'ai découvert cette alimentation. Donc petit à petit, j'ai vidé mes placards. Au début, bah, c'était beaucoup une alimentation basée sur des salades composées, des légumes verts, de la viande. Et en fait, c'est vrai que suite à ça, j'ai un peu élargi aussi autour de notre vallée. Ben, j'ai trouvé les fermes. J'ai eu la chance de trouver de la viande de très bonne qualité. Parce que c'est vrai que dans son livre, il dit que, en fait, la viande, enfin, que le seul jour malheureux d'un animal, c'est le jour de l'abattage, en fait. Et si on est sûr de ça, ben voilà, il y a pas de souci, quoi. Et donc, du coup, redécouvrir le goût des lardons, de la crème, enfin, tout ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Et puis, la satisfaction de rentrer à la maison, de cuire des vrais produits, enfin, ouais.
C'est Donc, vraiment… c'est intéressant. Alors, du coup, mars 2022, c'est le switch. Comment, en gros, tu mangeais avant? Tu étais plutôt bec sucré, bec salé? Comment ça se passait un petit peu avant? Et comment s'est passé, en fait, ce switch? Tu l'as fait radicalement? Alors, faut savoir qu'avant, quand je rentrais du travail, ça m'arrivait régulièrement de m'arrêter au supermarché, m'acheter un paquet de gâteaux, en fait, donc plutôt bec sucré. Et puis, ouais, effectivement, ça s'est fait une transition du jour au lendemain où j'ai vidé mes placards. Après, cette attirance pour le sucré, c'est pas parti du jour au lendemain. J'ai aussi découvert par la suite que, en fait, j'associais beaucoup l'alimentation sucrée aux émotions. Et du coup, c'est vrai, quand on prend conscience de ça, j'ai réussi à prendre du recul, à faire un peu un travail là-dessus avec la méditation et à me rendre compte et me poser vraiment la question quand l'envie sucrée vient, pourquoi elle vient en fait, quelle émotion est associée. Et voilà, juste prendre un peu de temps pour se poser la question et puis tout d'un coup, on se rend compte que ça passe. Et donc voilà, de fil en aiguille, on arrive à retrouver une stabilité mentale, émotionnelle. Donc c'est que du bonheur. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement, en plus d'une alimentation riche en glucides, ce sont nos émotions qui vont gouverner nos pulsions vers certains aliments. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé de façon empirique, il n'y a pas vraiment de science sur ce que j'ai dit là, ce que j'ai proposé, que chacun se trouve une sorte de doudou keto. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vraiment un aliment du régime cétogène qu'on aime beaucoup. Et quand on a ces moments où on est un peu gouverné par les émotions, parce qu'on est énervé, parce qu'on est frustré, parce qu'on plein d'émotions différentes, eh ben on va se tourner vers cet aliment du régime cétogène qui va venir, entre guillemets, nous réconforter. Mais on reste dans l'alimentation cétogène, c'est-à-dire on ne se gaffe pas de glucides. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as envisagé, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça leur servait. Ouais, effectivement, je l'ai appris par toi en écoutant les vidéos, le doudou keto. J'ai trouvé ça que c'était une super idée en fait. C'est vraiment un point de soutien finalement. Et finalement, dans l'alimentation cétogène en général, l'organisation c'est la clé, l'anticipation aussi. Donc ça, c'est vrai que je l'ai aussi découvert au fur et à mesure. Après, moi, avant de passer en alimentation cétogène, tout ce qui était pâtes, riz, c'était pas quelque chose d'habituel. Le pain, par contre, si. Mais après, aujourd'hui, je me rends compte que l'envie de manger du pain, c'est de la facilité, en fait. Parce que tout d'un coup, il y a plus rien dans le frigo, on n'a rien sous la main. Et en fait, c'est du vite fait. Et c'est vraiment que ça, la vraie raison. C'est même pas forcément le goût. Donc, ouais, faut vraiment arriver à trouver son équilibre, en fait, quoi. Mais c'est souvent social et on le voit. Tu vois, j'ai publié le témoignage d'une femme qui maintenant vit aux États-Unis, qui est d'origine polonaise, qui a vécu longtemps en France et après en Italie. Et en Italie, il y avait sa mère. Et quand elle a commencé le keto en Italie, en fait, c'était refuser les pâtes parce que les pâtes, c'est standard là-bas. C'est comme le pain en France. Et c'est tellement une habitude sociale et on ne se rend pas compte en fait que c'est purement social. C'est-à-dire cette habitude, elle est dans une petite zone géographique, donc le pain en France, les pâtes en Italie, puis ça va être d'autres choses dans d'autres pays qui vont être systématiques sur la table. Et on s'aperçoit que c'est facile finalement au bout de quelques semaines de se passer totalement de ça. Alors nous, dans nos livres, on a publié des recettes de pain parce que souvent les gens, ils ont besoin pendant une certaine phase de plusieurs semaines, plusieurs mois, de faire une sorte de transition avec un pain cétogène. Mais on voit énormément de gens qui, avec les mois, en fait, se passent totalement de pain après. L'habitude passe complètement. Ouais, tout à fait. Et puis, quand on se rend compte aussi qu'avec les glucides, on n'arrive pas à satiété, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, on a au niveau digestif, ça va beaucoup mieux. On a plein de bienfaits qui arrivent. Et en fait, c'est ce qui fait que de fil en aiguille, finalement, on arrive à se raccrocher à ça et puis à laisser tomber toutes les habitudes qu'on avait avant, en fait, quoi. Parce que moi, j'ai mon papa qui était marathonien et donc lui, il a été élevé en fait au plat de pâtes et avant la course et c'est ce qui m'a transmis. Moi, j'ai fait le marathon de Paris en 2017 et je me vois encore dans ce resto à commander 2 plats de pâtes la veille. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait tellement rire et quand j'en parle avec lui, en fait, c'est marrant parce que
lui, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est cohérent dans ce que je dis, mais d'un autre côté, il y a toutes ces années, toutes ces croyances autour de ça. Et en fait, ouais, c'est hyper difficile de le faire changer d'avis. Et puis, peut-être qu'un jour, j'y arriverai, on verra. Mais c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions là-dessus. Et puis, ouais, c'est intéressant d'échanger. Mon frère aussi, il est beaucoup dans le sport. Et ben ouais, il s'alimente aussi pas mal de glucides. Donc, de temps en temps, j'envoie une petite vidéo. Voilà, ouais, c'est intéressant et tout. Mais après, c'est comme tout, en fait. Il faut vraiment faire sa propre expérience, avoir ses propres ressentis. Et c'est que comme ça que ça peut marcher, quoi. En fait, honnêtement, je suis vraiment triste de cette situation parce que tu vois, moi, j'ai 11 ans d'expérience de régime cétogène. J'étais dans le milieu du sport, je connaissais beaucoup de sportifs avant le régime cétogène. Du coup, quand je suis passé en keto, beaucoup de gens sont venus vers moi. J'ai formé 18 champions du monde au régime cétogène. Et il y a vraiment un fil conducteur, mais obligatoire. Toutes les personnes qui sont venues me voir pour de l'aide, elles avaient un vrai problème. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant « Je veux optimiser ma performance avec le régime cétogène ». Non, c'est que des personnes qui sont venues parce qu'ils avaient des graves problèmes. Donc, c'est des gens qui sont en fin de carrière, c'est des gens qui ont des problèmes digestifs, c'est des gens qui ont des problèmes d'hypoglycémie, voilà, c'est que ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment problématique parce que je reprends souvent l'exemple de Paula Newby-Fraser avec Tim Noakes parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple emblématique. Déjà, c'est une grande championne, elle fait 6 fois Ironman. Donc, dans les années 88, 89, 90, 91, soit on est dans ces années-là. Et en fait, elle contacte Tim Noakes en lui disant, voilà, vous êtes un grand professeur de nutrition, je voudrais améliorer ma nutrition pour le sport, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ils ont une conversation. Paula Newby-Fraser fait ce qu'elle pense avoir entendu de Tim Noakes. Elle a sa médaille d'or Ironman. Okay. Après, elle remercie Tim Noakes. Et alors, Tim Noakes lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et Tim Noakes lui dit, mais je t'ai dit exactement le contraire. Tu as fait exactement le contraire de ce que je t'ai dit de faire. En fait, Tim Noakes l'a encouragé à manger beaucoup de glucides. Et elle est partie sur un régime carnivore. Elle a eu toutes ses médailles d'or avec un régime carnivore, donc très pauvre en glucides. Et alors, c'est rigolo parce que Tim Noakes, maintenant, fait ses conférences, toi, quasiment 30 ans plus tard, en disant, voilà l'anecdote, peut-être que vous ne devriez peut-être pas tout le temps écouter ce que je dis, parce qu'en faisant le contraire, ça marche aussi. Voilà. Il a beaucoup d'humilité, Tim Noakes. Moi, j'ai un profond respect pour lui. Et ça, c'est une anecdote intéressante. Maintenant, on a énormément de champions, de titres de champion du monde, de records du monde qui sont faits en keto. Et moi, je te vois, typiquement, Zach Bitter, qui est le parrain de notre site depuis sa fondation, qui a 2 records du monde longue distance. Il y a plein de marathoniens, il y a plein de gens qui… Tu prends le triathlon, par exemple, tu as Dave Scott, qui est un des plus grands champions, 5 fois médaille d'or aussi en Ironman. Il habite à Boulder, au Colorado. Ça fait 24 ans maintenant que tous ces athlètes qui l'entraînent sont en keto. Et on parle de très haut niveau, là. Et ça existe dans plein de sports. Malheureusement, à un niveau inférieur, l'information ne passe pas. Et on est sur clairement de l'information qui est totalement périmée, il y a 40 ans. Moi, mon domaine, c'est particulièrement le motocross, le sport moto. Impossible de leur faire changer le plat de pâtes, le plat de riz pendant les manches, tout ça. C'est une catastrophe, quoi, la nutrition. Et ils ne veulent rien changer, ils ne veulent rien apprendre. Et c'est décevant. Parce qu'il faut attendre, en fait, que les gens aient des problèmes pour qu'ils commencent à envisager quelque chose d'autre. Quand ils sont devant le pied du mur, c'est ça, où ils ne font plus rien. Ben là, ils essaient autre chose. Mais sinon, en préventif ou pour la performance, c'est très, très rare. Après, moi, j'ai l'impression autour de moi que les gens se rendent pas compte aussi de l'importance, de l'impact que peut avoir une mauvaise alimentation, en fait. Mais parce qu'on n'est pas informé, parce que c'est des choses qui devraient être dans l'apprentissage dès le plus jeune âge. Enfin, ouais, il y a tout un processus à changer, toute une formation à avoir, en fait. Et on peut pas leur en vouloir aux gens de pas être formés parce que ben ouais, les impacts, on les voit 20 ou 30 ans après, et c'est vrai que on nous parle pas en fait assez que l'alimentation est super importante. Donc il y a des gens, ils font leur vie comme ça pendant des années, et puis il n'y a pas de prise de conscience en fait. Ouais, mais je comprends. Vers la maladie, par exemple, il n'y a pas d'information. Typiquement, on peut parler des maladies cardiovasculaires, du cholestérol, de tout ce que tu veux. OK, mais à un moment donné, le sport, les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ils passent, par exemple, un temps considérable à choisir leur matériel, quelles chaussures je vais utiliser pour mon marathon, est-ce que j'emmène des gels avec moi ou pas, etc. En fait, ils essayent quand même d'avoir une démarche de recherche de performance. Et ce côté, quel est le carburant qui va alimenter mon corps pour cet effort? Hop, ça passe à la trappe. Ouais. Voilà.
C'est Non, comme c'est si vrai. on utilisait, je sais pas, tu sais, dans les véhicules de compétition en moteur, tu as des carburants spéciaux pour la compétition. C'est comme si tu utilisais une vieille essence avec de l'éthanol dedans qui va clairement flinguer ton moteur. Eh ben, on continue avec ça. Mais moi, je l'ai expérimenté maintenant. Nous, on aime bien randonner, donc on a fait l'ascension du Mont Blanc, on Mmh. fait quelques sommets en Suisse. Et en fait, là, en septembre, on a fait le Barhorn, donc c'est un sommet à 3006 en Suisse. Et du coup, on était un groupe de 6. Et en fait, moi, donc plus 1700 de dénivelé, 20 bornes, 10 heures de marche. Enfin, ouais, c'était incroyable. Et je me suis dit à la fin, punaise, c'est incroyable la différence parce que moi, avec un avocat, un carreau de chocolat, 3 tranches de jambon, j'étais bien du début à la fin. Et c'est vrai que les autres, en fait, toutes les 2 heures, ils sortaient une pomme-pote, une barre, un gel. Et en fait, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment la preuve, ben, clairement, noir sur blanc, c'est comme ça en fait, quoi. On n'a pas du tout le même fonctionnement et c'est vraiment cool d'avoir une énergie constante. Oui. Et puis, si tu les avais appelés le lendemain, à mon avis, niveau courbature, tout ça, ça devait être Ouais. sympathique de leur côté aussi. Sur la récup, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, ouais, franchement, il y a que du bon. Bon. Alors maintenant que tu as un peu plus d'un an et demi, 18 mois de régime cétogène, est-ce que ton régime cétogène a évolué entre le tout début et maintenant? Comment ça se passe? Comment tu organises tes repas? 2 repas, 3 repas? Qu'est-ce que tu manges? Ouais, donc je suis passée un peu par plusieurs phases. J'ai eu des moments de flop, justement, surtout en lien avec ces émotions. Et puis, je crois que j'avais pas pris conscience vraiment de l'impact que ça pouvait avoir. Tout d'un coup, manger une pizza et puis ben ne plus être en cétose, tout recommencer depuis le début. Là, je pense que ouais, ça fait 6, 7 mois que vraiment je suis hyper rigoureuse. Même par rapport à mes amis autour de moi, quand on est invité, j'essaye toujours de savoir ce qu'on mange, je ramène mes légumes, que ce soit avec une raclette, une fondue. Enfin, en fait, souvent on se fait des idées, ouais, les gens ils vont nous juger, ils vont nous poser des questions, alors que parfois en fait ils font même pas attention. Et puis voilà, 2, 3 questions et puis on passe à autre chose. Donc ouais, j'ai appris aussi à penser à moi. Et puis socialement, c'est pas facile en fait parce qu'il y a une telle pression ben, des gens finalement et le regard des autres. Et au début, ben on a des connaissances, mais pas comme toi où j'ai la référence scientifique qui va prouver que ce que je dis, ben c'est scientifiquement écrit quoi. Et donc du coup, ça demande un peu de temps tout ça en fait à mettre en place. Et donc aujourd'hui, je suis passée aussi par la phase où j'ai compté mes macros. Alors d'un côté, c'était bien parce que ça permet vraiment de s'imaginer les quantités. 100 grammes, 20 grammes, 30 grammes, qu'est-ce que ça représente en fait. Donc ça, c'était vraiment le point positif. Le point un peu négatif, c'est que c'est vite devenu obsessionnel dans le sens où ben, tous les jours, on compte tout ce qu'on mange et puis si on n'y arrive pas, ça va pas. Et du coup, ouais, ça m'a un petit peu dérangé ce côté-là. Et puis, au début, je cuisinais beaucoup. Et puis là, ces derniers temps, juxtaposer des aliments, en fait, ça va très bien, ça suffit. Et puis, c'est vrai que j'ai des journées qui sont assez chargées, donc rentrer le soir et encore se lancer dans la cuisine, il y a des soirs où c'est compliqué. Donc, une bonne viande de la ferme avec une salade ou juste des légumes sautés à la poêle, ça va très bien. Je me suis posé 2, 3 fois la question de l'alimentation carnivore, parce que c'est vrai que j'ai eu cette impression où plus on mange de viande et plus on a envie de manger de la viande, en fait. Parce qu'il y a la satiété, parce qu'il y a le goût. Enfin, voilà, c'est très simple, quoi. Et ouais, j'ai pas encore plus investigué de ce côté-là, mais c'est pas exclu que voilà, dans peut-être quelques mois, je mange essentiellement de la viande, on verra. Et puis sinon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est j'ai changé mes poêles, je cuisine avec de la fonte, j'ai appris à cuisiner la viande. J'ai une cocotte en fonte aussi, donc tout ce qui est mijoté, voilà, queue de bœuf, joue de porc, le foie. Alors la cervelle, j'ai pas encore essayé. Mais c'est vrai que ma maman, elle cuisinait de la langue de bœuf aussi, donc
c'est des choses qui étaient connues, mais après, une fois de plus, en fait, quand on n'a pas conscience des bienfaits que ça nous fait, on ne pense pas forcément à le cuisiner. Et puis, c'est des aliments qui ont été oubliés, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien découvrir des nouvelles choses et ça m'a vraiment ouvert un beau panel sur la cuisine. Donc, je suis vraiment contente de ce côté-là, quoi. Et puis après, j'ai aussi fait des desserts cétogènes de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà. De temps en temps des fruits. J'aime bien les œufs aussi. Le matin, j'aime bien de temps en temps du sucré dans le sens où voilà, je fais une omelette avec 4-5 rondelles de banane, un peu de noix de coco, du chocolat noir dessus et puis ça va très bien. Donc ouais, en fait, la simplicité, c'est quand même ce qui marche sur le long terme, je crois. Oui. Et là, je voudrais vraiment rebondir sur ce que tu dis parce que trop de gens sont dans l'erreur en voulant rendre complexe le régime cétogène alors qu'il est simple. Et Ouais. c'est plus vous le complexifiez, plus vous voulez rentrer dans le détail et plus vous vous égarez. Mm. Et au final, ça devient tellement invivable, intenable parce que trop compliqué et vous abandonnez. Alors que c'est vraiment se concentrer sur les aliments. Alors les macros, c'est intéressant pour la phase apprentissage où se trouvent les lipides, où se trouvent les protéines. Si je veux manger 30 grammes de protéines, je les trouve dans quoi? Il y a des gens, ils ne savent pas faire la différence entre 100 grammes de viande et 100 grammes de protéines. Tout à Donc, fait. les macros, là, c'est le côté pédagogique. C'est bien de regarder. Et puis aussi, au niveau des micronutriments, Mm. regardez où ça se trouve. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de chronomètre. Prenez la version gratuite, elle suffit largement pour 90% des gens. Au moins, vous saurez où trouver les micronutriments. Bon, Mm. mais une fois que cette phase est passée, que instinctivement, vous savez où trouver du sélénium, où trouver de l'iode, où trouver vos acides aminés, où trouver vos acides gras, bah, c'est fini. C'est simple en fait. On prend une viande, on prend un poisson, on prend des œufs. Si vous voulez manger des légumes, vous mettez des légumes à côté. Comme tu l'as dit, juxtapose, ça suffit. On peut Ouais. préparer beaucoup de choses le dimanche pour être plus tranquille la semaine quand on est très chargé au niveau emploi du temps. Mais c'est simple. Et c'est là qu'on réussit. Et puis, un point essentiel, la satiété. La satiété, la satiété, la satiété. Et en particulier chez la femme. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre leur macro. Moi, j'ai vu mais des milliers de fois, on m'a envoyé ça par email. Je me suis fixé 200 grammes de lipides par jour, mais j'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et alors, ils sont fixés des objectifs, on ne sait pas d'où ils sortent parce que c'est des objectifs théoriques. Et Mm. finalement, quand ils se retrouvent dans le monde réel, bah, ils n'arrivent pas à les suivre. Donc, d'un côté, les macros, ça va être bah, j'ai mangé tous mes macros, j'ai encore faim. Qu'est-ce que je fais? Ou de l'autre côté, bah, j'ai pas pu tout manger, qu'est-ce que je fais? Non, arrêtez. Vous sélectionnez vos aliments, vous visez un objectif max de glucides. Alors, ça peut être 20 grammes, 40 grammes, 50 grammes selon les objectifs. Un objectif de protéines, et les protéines, c'est un minimum, le minimum de protéines que vous devez manger par jour. Après, si ça dépasse, c'est pas un souci. Et puis ça, on le fait avec des aliments. Donc, si vous mangez une entrecôte, bah forcément, il y a des protéines dedans, mais il y a aussi des lipides. L'un va avec l'autre. Donc, ça se fait naturellement. Et puis, vous mangez tranquillement, sans stress, jusqu'à satiété. Puis, quand vous n'avez plus faim, vous arrêtez. Voilà. C'est simple, Ouais. en fait. Ouais. Après, le fait de vouloir cuisiner au début, je Mhm. pense que c'est aussi un côté rassurant dans le sens où on se rend compte qu'on peut finalement manger de tout comme les autres et on a besoin de l'expérimenter aussi en fait. Et une fois que ça c'est acquis, ben ouais, en fait, on passe à autre chose et puis on revient ben, à l'essentiel quoi. Mais après, ouais, la satiété vraiment. Là, de temps en temps, on se retrouve avec des amis pour échanger sur des livres. Et en fait, moi, il y a pas trop longtemps, j'ai présenté mes livres que j'ai sur l'alimentation cétogène. Et suite à ça, bah, il y en a une qui s'est lancée. Et en fait, je l'ai revue hier, on en discutait encore. Et une des premières choses qu'elle a remarqué, c'est la satiété, de plus avoir faim, mais en fait, elle revit, quoi. Et je lui ai du coup expliqué un peu bah, la densité nutritionnelle, où oui, les glucides, c'est vide, ça sert à rien, ça ne tient pas au corps, c'est alors que ouais, la protéine et puis les lipides, ben, c'est vraiment ce qui va faire que qu'on tient et qu'on n'a plus faim. Et puis ça, c'est vraiment agréable en fait. Mais vraiment, le fil conducteur, c'était simplicité. Tu vois, cuisiner, on a fait nos 2 livres, notre site internet, il y a 400 recettes publiées, on en a créé plus de 500, il y en a 100 qui ne sont pas publiées. Et on aime ça, on aime développer, etc. C'est très utile pour des gens qui aiment beaucoup cuisiner. Il y a des gens, tous les jours, ils sont en cuisine, ils aiment ça et ils font un régime cétogène où tous les jours, c'est cuisiner. Les desserts, ça peut être utile aussi beaucoup pour des gens qui vont avoir un anniversaire, une fête de famille, etc. Ils amènent leur dessert cétogène. Du coup, ils ne sont pas obligés de manger les desserts riches en sucre des autres, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait sens.
Et même des gens qui sont carnivores, ils font de temps en temps, 1 fois ou 2 fois par an, un dessert cétogène parce qu'ils sont invités en famille et c'est pratique. Mais dans le quotidien, je parle vraiment de 95% du temps, c'est simple. C'est simple, c'est vraiment des aliments bruts, cuits, juxtaposés. Si vous voulez les cuisiner, faites-le. Si vous voulez faire mijoter des pot-au-feu, des ragoûts, très bien, pas de problème. Des queues de bœuf, des joues, les joues de porc, c'est excellent. Bon, ok, très bien. Mais puis en plus, l'avantage des plats mijotés, c'est qu'on peut en faire des grandes quantités, ça peut servir sur plusieurs jours. Ça, c'est génial. Mais à la base, c'est vraiment de la simplicité. Et oubliez vos macros, oubliez, j'ai pas arrêté de le dire, mais ne serait-ce que le métabolisme de base, en particulier chez une femme. Quand on prend une femme avec un poids, une taille, qu'on fait un calcul de métabolisme de base, eh ben on peut se rendre compte que le métabolisme de base peut être 300 ou 400 kilocalories en dessous ou 300 ou 400 kilocalories au-dessus. Ce qui fait que le chiffre que vous avez, il sert à rien. C'est comme si vous aviez un compteur sur votre voiture qui vous dit, voilà, vous roulez à 90, la limite de vitesse, c'est 90, sauf que le compteur est tellement défaillant, en fait, vous pouvez rouler à 50 comme à 150. Ça sert à quoi d'avoir un compteur dans ces conditions-là? Ça sert à rien. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, les calories, les tables pour calculer le métabolisme de base, tout ça, c'est la même précision. Ça sert à rien parce que c'est pas fiable. Voilà. Par contre, nous sommes équipés de tous les capteurs nécessaires, à commencer par la satiété. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte que notre corps, il faut le respecter, il faut l'écouter et en fait d'apprendre à le connaître. Parce que moi, tout ça, même si je suis infirmière, je me rendais pas compte de l'importance que ça pouvait avoir l'alimentation, les dérèglements qu'on pouvait causer. Et c'est vrai que tant que cette prise de conscience, elle est pas là, en fait, on n'avance pas. Donc, vraiment écouter son corps, c'est aussi quelque chose de primordial, en fait. Alors, après ces 18 mois de régime cétogène, quels sont les bienfaits que toi, tu as pu vivre toi-même? Est-ce que tu as eu, par exemple, clarté mentale, concentration, ton énergie? Parle-nous de tous les bienfaits que tu as pu en tirer. Et une perte de poids quand même, puisque en fait, forcément, ça se régule, donc voilà. J'avais noté, j'étais à 74 kilos en 2022 et là, je suis à 63 kilos. Donc voilà. Après, au niveau du sport, moi, je fais du crossfit, donc la randonnée. Et puis, c'est vrai que d'aller faire des séances à jeun sans avoir de problème d'énergie, ça, c'est aussi vachement agréable. Dans mon boulot, c'est pareil, en fait. Parfois, pendant 4-5 heures, on ne boit pas, on ne mange pas. Donc, c'est aussi un point positif. Niveau digestif, on a l'impression qu'on n'a plus d'intestin parce que tellement que tout se passe bien, en fait, on se demande s'il y a encore quelqu'un de vivant là-dedans. Donc ça, c'est aussi super. La découverte du kéfir et du kombucha aussi. Surtout pour mon mari parce que lui il aimait bien les boissons sucrées et c'est vrai que j'ai réussi à lui faire boire du kéfir, donc pour moi c'est aussi un peu une victoire pour sa santé, donc c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai noté encore? La découverte d'autres sujets par rapport à l'alimentation cétogène, où en fait l'alimentation, c'est pas tout, il y a plein d'autres choses autour, le sommeil, la lumière bleue, le stress, la méditation, les bains froids. J'ai de la chance, on a une piscine et en été c'est bien, mais en fait en hiver c'est un super grand bain froid. Donc du coup là c'est un peu embêtant parce qu'il y a une petite couche de glace, donc je prends des douches. Mais sinon jusqu'à il y a 3 semaines j'allais dedans, elle fait 6 degrés. Donc franchement c'est aussi marrant ça parce que plus on y va et plus le corps il en redemande en fait. Enfin c'est vraiment bénéfique. Quoi d'autre? Je suis reconnaissante tout simplement d'avoir trouvé la voie de cette alimentation. On entend de tout et n'importe quoi et en fait, une fois qu'on a trouvé vraiment ce qui nous correspond, c'est hyper agréable dans notre vie de tous les jours. Au niveau de mes gencives aussi, j'avais les gencives qui saignaient très facilement. Et du coup, j'ai aussi remarqué une amélioration de ce côté-là, en fait. Donc, sensibilité des dents où j'ai presque plus rien du tout. L'apprentissage à travers les lectures, tous les portraits keto que tu as fait, en fait, c'est super parce que chacun a son expérience, chacun apporte un petit truc en plus. Il y a 2-3 livres que j'ai achetés que je connaissais pas sur le sommeil, par exemple. Omerta sur la viande, avec Pierre Inard. Enfin,
des trucs comme ça où c'est chouette parce que du coup, ça nous nourrit intérieurement et ça nous motive à continuer et puis à transmettre autour de nous aussi. Parce que moi, j'ai pas encore d'enfants, mais c'est en projet et c'est vrai que je suis super contente d'avoir toutes ces connaissances déjà pour les transmettre et pour essayer de le mettre sur la bonne voie plus tard, quoi. Et puis, quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Ouais, et puis comme j'ai déjà dit, la découverte aux alentours des fermes, en fait, de retrouver vraiment le goût des lardons, de la crème, enfin, de la viande de porc, de la viande de bœuf. Enfin, ouais, il n'y a pas de mots, franchement. C'est comme être devant le Taj Mahal. C'est tellement incroyable que on se dit, mais punaise, pourquoi j'ai pas découvert ça encore avant, alors que c'est vrai que moi je suis encore jeune, donc ouais, non, franchement, c'est chouette, c'est que du bonheur. Ben, on est vraiment heureux si on a pu t'aider à retrouver une pleine santé et puis une pleine conscience par rapport à ta nourriture. Ouais. Et après, une fois qu'on a goûté à ça, bien sûr, on revient jamais en arrière parce qu'une fois qu'on sait tout ça, ben, on peut pas revenir en arrière. Et Non. comme tu le dis, on a un vrai problème aujourd'hui de diffusion de l'information. Tu vois, nous, on a commencé à travailler dessus depuis 2013 sur le régime cétogène. On a vu une belle évolution, entre guillemets, de diffusion de connaissances. On a quand même été invité au journal télévisé de 20h sur TF1. On a eu plusieurs grandes émissions, grands médias, jusqu'en 2020. Et après 2020, là, on est tombé dans l'hérésie mondiale. On a une sorte de monolithe, c'est-à-dire que tous les médias du monde entier se sont de façon monolithique concentrés sur un discours, sur la santé, etc. Et plus rien ne peut exister en dehors de ça. Donc, bien sûr, tous les grands médias mainstream, les médias écrits, télévision, etc. Mais ça a été plus loin parce que tous les réseaux sociaux sont touchés. Il y a une censure massive sur YouTube. J'en ai longuement parlé dans un article sur le régime cétogène en danger en 2020, avec toute la censure que nous avions de RechercheGate, LinkedIn, YouTube, Facebook, Google, etc., etc. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai par exemple une alerte sur mots-clés de Google. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît avec le mot cétogène en France, j'ai une alerte. Et aujourd'hui, absolument tous les jours, j'ai un article à charge sur le régime cétogène. C'est un article, littéralement, et je le dis clairement, de merde, parce qu'ils annoncent beaucoup de choses. Ils citent jamais la moindre étude. Ils se basent sur des choses totalement fausses. Ils mettent des noms de nutritionnistes qui n'existent même pas. Alors, on te dit l'article est rédigé par tel nutritionniste, sauf que quand tu cherches, cette personne n'existe pas. Donc, il y a un moment donné, on est dans un niveau de propagande et de désinformation très dangereuse. Malheureusement, ces médias-là, ils sont de premier plan. C'est ceux-là que tout le monde a dans Yahoo, MSN, etc., les premières recherches sur Google. Et ce qui fait que les gens, s'ils n'ont pas un contact direct avec quelqu'un qui est déjà en cétogène, l'information est devenue invisible. Donc ça se sait, la science est publiée, et il y a des médecins, des scientifiques par milliers dans le monde qui y travaillent. Okay, il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent en régime cétogène, mais ça ne se sait pas. C'est pas vrai. Blackout complet. Et depuis 2020, ça a fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, tu vois, il y a plein de grands influenceurs, entre guillemets, aux États-Unis qui sont très connus, qui ont des chaînes YouTube en millions, qui t'expliquent tranquillement que le régime cétogène, il est juste en train de s'effondrer, tout simplement à cause de cette propagande. Si tu veux, quand toi, mettons, tu as un diabète de type 2 et que tu dis, tiens, je voudrais voir si le diabète de type 2 et le régime cétogène, ça peut matcher, ben, et que tu as 90% des articles que tu vas lire qui vont te dire que tu vas mourir dans d'atroces souffrances, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu n'y vas pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'autour de moi, on se rend compte quand on parle avec les gens, toutes les croyances par rapport au gras, par rapport aux œufs, par rapport aux calories. Enfin, et en fait, moi, je suis aussi passée par là. Donc, c'est vrai que quand j'entends ça, aujourd'hui, ça me fait rire, mais je me dis qu'en fait, j'étais dans le même fil d'actualité que tous ces gens. Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas notion de la différence entre la médecine et la science. Où la médecine c'est une chose et les gens malheureusement croient trop leurs médecins, mais ils vont pas chercher l'information, comprendre pourquoi en fait. Et aujourd'hui, pour expérimenter quelque chose, effectivement, se lancer dans une nouvelle alimentation, juste de savoir que c'est prouvé par A plus B et que en fait ça fait des années et des années et des années que ça existe. Enfin, moi, ça me fait rire aussi quand on parle de la préhistoire, comme ils mangeaient avant. En fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé
depuis toutes ces années, en fait, comme on a dérivé. C'est un truc de fou, quoi. Et quand on prend conscience de l'industrie, on pense qu'en fait, on mange correctement alors qu'on se fout de notre gueule de A à Z. Quand on commence à retourner les produits, quand je suis au supermarché, je pense que les gens, parfois, ils me prennent pour une débile parce que chaque truc que j'ai en main, je le retourne. En fait, ça m'intéresse maintenant de savoir ce qu'il y a dedans. Et si seulement ils avaient ce réflexe, les gens, en fait, peut-être que ça ouvrirait un petit peu d'autres portes. Mais une fois de plus, des informations et puis pas conscience de l'importance que ça a, en fait. Oui, oui, malheureusement, et en plus, cette désinformation, elle est partout. Elle est aussi bien du côté du patient, du citoyen, que du médecin. Parce que moi, je le vois vraiment, j'ai désespéré là-dessus. Au départ, je m'étais vraiment dit, de façon comme un novice, que si on amenait de la science à un médecin, évidemment, le médecin, il allait la regarder et éventuellement, il allait peut-être changer d'avis. Hein. Mais non, en fait, c'est vraiment une religion. On leur a mis dans le crâne des âneries il y a 40 ans. Si le médecin, il a 60 ans, c'est toujours les mêmes âneries qu'il va prôner. Il ne se remet pas à jour. Et ils ont même l'arrogance de prétendre que quand une personne inverse ou guérit une maladie qu'eux-mêmes ont décidé qu'elle n'était pas inversable ou guérissable, que c'était forcément un mauvais diagnostic d'un collègue ou je ne sais pas quoi, juste pour essayer de mettre une réponse à ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc pour moi, ça c'est une vraie dérive sectaire. On est chez des gourous, quoi. On n'est pas dans de la science. Moi aujourd'hui, le vrai problème des médecins, c'est que j'en vois très très peu qui disent je sais pas. Je sais pas, mais je vais chercher. Moi, je trouve que c'est vachement intelligent de dire je sais pas. Parce qu'on t'amène quelque chose que tu comprends pas. Moi, tous les jours, il y a plein de choses que je comprends pas. On me les amène et j'essaie de les comprendre. Et je pense que c'est la bonne démarche vers la vérité, vers la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en posture de médecins. En théorie, ils doivent tout savoir. Donc, ils ont toujours une réponse à tout. Et quand ils doivent donner une réponse sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'était un mauvais diagnostic. Typiquement, j'aime beaucoup citer le portrait keto de la personne qui devait se faire poser 2 prothèses de genoux. Et en 18 mois de régime cétogène, son arthrose est passée, il n'y a plus de prothèse de genoux, elle galope. Voilà, donc ça devait, j'imagine, celui qui a fait le diagnostic ou celui qui a fait l'imagerie médicale, ça devait être des mauvais médecins parce qu'ils n'ont pas fait un bon diagnostic. Une arthrose de grade 3 et grade 4 sur un genou inversé en 18 mois, pas possible. Ouais. Voilà. Et pareil pour les pathologies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on a vraiment un vrai problème mondial avec ça. On a un problème de diabète de type 2, 500 millions de personnes touchées par un diabète de type 2, 500 millions de prédiabétiques en plus, ça fait 1 milliard de personnes. Moi, je me rappelle, j'ai 45 ans, quand j'étais petit, à l'école, le problème, c'était la famine en Afrique. Aujourd'hui, la famine dans le monde, elle tue beaucoup moins que les problèmes de gens qui mangent trop et qui ne savent pas manger. Hein. Ouais. Donc, en 40 ans, le problème, il s'est totalement inversé, quoi. Mais bon, moi, je le vois au travail. Les chirurgiens ortho, digestifs, en fait, ils sont là pour un cas, une vésicule, une prothèse de hanche, une fracture. Voilà, l'objectif, c'est de guérir, de réduire, de réparer. Et en fait, ça s'arrête là, malheureusement. Et chacun est dans son coin et il n'y a pas du tout de travail d'équipe par rapport à ça. Après, je ne saurais pas forcément dire si vraiment ils ont des notions de nutrition, s'ils apprennent ou pas. Mais en tout cas, ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir, quoi. Ah, j'ai une bonne expérience de l'autre côté, côté patient, parce que j'ai 14 fractures au total. J'ai fait du motocross. Forcément, ça se finit toujours mal. Et je sais par expérience que le côté nutrition dans l'orthopédie, c'est 0. C'est-à-dire, et en plus, ce que je peux dire, je peux l'argumenter par de la science, puisqu'il y a beaucoup de littérature scientifique qui nous explique les rejets de prothèses, les ostéosynthèses qui ne se font pas, tout simplement parce que, typiquement, tu te rends compte que tu as 30% des gens qui ont des échecs sur des prothèses de hanche parce qu'ils ont un taux de vitamine D dans les choux. Ça coûterait quoi de faire une analyse de vitamine D avant l'opération en disant on va vous supplémenter en vitamine D, éventuellement d'autres molécules aussi, pour que l'opération soit un succès. Quand tu vois le prix de l'opération, quand tu vois les risques, il faut la voir. En fait, c'est de la mécanique. Hein. Moi, j'ai déjà vu ce genre d'opération. Bon, tu te dis, on va quand même mettre de la vitamine D histoire d'assurer le coup quand même. Ça coûte rien. Mais non, c'est pas fait. Tu sais, moi, j'ai inversé une arthrose sur mon poignet. Clairement, c'est un poignet slack pour les spécialistes. C'est un dommage très compliqué. Ça finit en arthrose chronique du poignet. On finit normalement avec des plaques pour bloquer les carpes du poignet. J'ai inversé ça. Techniquement, c'est impossible. Je peux dire, j'en ai déjà parlé à plusieurs spécialistes. Ils m'ont dit, c'est impossible, on l'a jamais vu. Moi, j'ai dit, quand vous voulez, les gars, vous me faites un arthroscan comme vous voulez. Vous allez aller voir les tissus. Je l'ai fait. Donc, et je suis pas le seul. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs comme ça.
la nutrition, elle est centrale, y compris simplement de l'orthopédie. Si on se focalisait un petit peu plus, ne serait-ce que sans parler de régime cétogène, sur les Ouais. micronutriments pour faire réussir une opération orthopédique, bah, les choses changeraient. Ouais, tout à fait. Après, même sans parler des chirurgiens, mes collègues, par exemple, ben, du coup, c'est vrai que depuis que je suis passée en alimentation cétogène, j'observe beaucoup les gens, ce qu'ils mangent, leur comportement. Et en fait, une majorité de mes collègues, ils boivent du coca. On a une corbeille de pain blanc mis à disposition toute la journée. Ils sont là à manger du pain. En fait, ils fument des cigarettes. C'est incroyable, alors qu'on soigne tous les jours des gens qui sont malades et même des chirurgiens, des urologues qui fument. Enfin voilà, on connaît la cigarette sur le cancer de la vessie. Enfin moi, ça me sidère en fait. Je j'arrive pas à comprendre ça et je trouve que c'est encore plus grave dans une enceinte d'un hôpital en fait où ouais cet été il faisait super chaud, on nous a offert des glaces quoi. Enfin c'est sympa, le geste, il faut en prendre compte, mais après, bah, c'est pas forcément le plus approprié en fait, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis quand on parle un petit peu de choses spécifiques, on avait une patiente il y a pas longtemps qui avait une allergie à la protéine du lait, et en fait, moi tout d'un coup je dis ah ouais la caséine, A1, A2, machin. Enfin, tout le monde m'a regardé et en fait, c'est vrai que là, je me suis dit ah ouais, finalement, les gens, ils ont pas beaucoup de notions finalement et et puis il y a une désinformation, bah, une fois de plus, de tout quoi. Non, mais et la France, en fait, c'est pas pour tirer sur la France, hein, moi je suis français, y a pas de problème, je me mets dans le lot. La Ouais, France a un retard absolument pathologique. Pathologique, je vais le dire, parce que tu vois, par exemple, c'est un grand pays agricole, la France, les productions laitières, etc. On aurait dû être, par exemple, les leaders mondiaux sur les choix génétiques des productions laitières sur les vaches et faire de la caséine à deux. On devrait faire ça au moins depuis 30 ans. C'est les New-Zélandais qui ont été les premiers, il y a 30 ans, justement. Et après, on a vu ça en Australie, aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni. En France, tu n'as toujours rien. Ici, moi, aux États-Unis, j'ai du lait cru, mmh, non homogénéisé, bien sûr, avec des protéines de caséine A2 à 100%. Ils testent, leur cheptel est génétiquement pur pour avoir de la caséine A2. Il n'y a pas un pet de caséine A1 dedans. Tu vois, et je me suis pris la tête l'autre jour avec un mec qui était dans l'agriculture, il m'a envoyé des emails et tout, il me dit, ah, c'est pas possible. Je dis, si, tiens, voilà les analyses. Voilà les analyses du cheptel en question. C'est de la caséine à deux pure. Donc, ouais, à un moment donné, il y a une telle déconnexion entre la France et le reste du monde, parce que les Français, en fait, sont très nombrilistes. Ils s'imaginent que ce qui existe en France, c'est bien, ce qui existe dans le reste du monde, ça n'existe pas. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Donc, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et la caséine à deux, c'est un vrai problème. Et tu vas dans tous les pays anglo-saxons, il y a des produits caséine à deux, yaourt à deux. Là, j'ai encore acheté un yaourt. Lait cru, caséine à deux pur. C'est un simple yaourt. C'est au supermarché du coin. Hein. C'est pas un truc qui sort de je sais pas d'où. Il y a plein de gens qui en consomment. Et il y a plein de gens qui étaient sortis des produits laitiers parce qu'ils avaient un problème avec la caséine à 1 et ils y reviennent depuis qu'il y a les produits à 2. Voilà. Là, sur ce sujet-là, la France, c'est 30 ans de retard. 30 ans. Entre le moment où les grands génies de l'agriculture vont commencer à étudier le patrimoine génétique des vaches, que les grands reproducteurs puissent se faire parce que les productions se font artificiellement. Maintenant, il n'y a plus de mise au taureau, etc. Et qu'on ait une production suffisante, c'est 30 ans. On ne mmh, rattrapera pas le retard, c'est 30 ouais, ans. c'est terrible, Voilà. hein. Terrible. Ouais. Ouais, moi, ça me rend triste un peu parce que moi, dans mon métier, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Ça fait 12 ans que je fais ça et aujourd'hui, c'est plus forcément en accord avec mes valeurs. Bah, justement, ma façon de m'alimenter, de me soigner, voilà, j'ai plus envie d'être témoin de ça. Et du coup, mon contrat, il se termine fin janvier et puis je vais travailler un peu avec mon mari, mais je pense à une reconversion et je me dis que en France, se reconvertir dans la nutrition, moi, ce qui m'intéresserait, c'est accompagner des gens qui sont atteints de cancer, par exemple, et en fait de faire un gros travail sur l'alimentation, les micronutriments. Mais j'ai l'impression que c'est presque impossible en fait à mettre en place parce que les gens sont désinformés, parce que le système de santé, je le côtoie et je sais très bien où on en est et ça évolue pas ou très peu. Et du coup, ouais, la France, ça rame, ça rame, ça rame, quoi. Oui, oui, je comprends vraiment ta frustration parce que tu sais des choses, tu es face à des patients et honnêtement, toutes les infirmières ou les médecins aujourd'hui font le contraire de ce que tu sais. Donc, il y a un moment donné, il y a un tel, c'est le grand canyon entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et les gens sont plus en accord avec ce qu'ils font. C'est comme des gens, moi, qui sont venus me voir en disant,
je me suis mis au régime cétogène, ça fait 2 ans que j'ai retrouvé une super santé, etc. Je suis boulanger. J'arrive plus en fait à faire ce travail, quoi, parce que j'ai l'impression d'intoxiquer les gens. Et voilà, à un moment donné, il y a des gens qui changent de voie parce qu'ils ont besoin de mettre au niveau professionnel quelque chose qui est plus aligné avec leurs valeurs, quoi. Et il y aurait quelque chose d'énorme à faire en France avec une approche métabolique. Par exemple, si des médecins s'associaient de différentes spécialités, des infirmières, pourquoi pas, qui pourraient très bien faire une sorte d'intermédiaire entre le médecin et le patient, une sorte de coach pour répondre aux questions, analyser, etc., donner des conseils. Il y aura, comme ce qu'a fait finalement Virta aux États-Unis sur le diabète de type 2. C'est vraiment la même chose qui pourrait être faite. Mais le problème, c'est qu'en France, tout passe par la sécurité sociale et que faire passer ça par la Sécu, bon courage. Ouais, et puis on se rend compte de plus en plus que la santé, c'est du business en fait. Hein. Oui. Donc c'est vrai qu'on parlait avant, voilà, les chirurgiens, le fait que eux ils opèrent et puis ils voient pas plus loin ou de mettre de la vitamine D avant d'opérer. En fait, c'est parce que après ils ont plus de patients, pas de travail. Voilà, l'hôpital leur demande un rendement, c'est tout un cercle vicieux et c'est écœurant en fait. Hein. Oui, mais là c'est un peu faucheton quand même, parce que tu vois, par exemple, je sais pas moi, un charpentier, il atteindra sur ta toiture, il va te dire, voilà, faut que je change les chevrons, il va regarder si les pannes, elles sont pas pourries. Il va pas te mettre des chevrons sains sur des pannes pourries, où il va te dire, madame, vous devriez changer les pannes parce que les chevrons neufs sur des pannes pourries, ça va pas faire long feu. Et ben, le médecin orthopédiste, je vois pas le problème en disant, pour la réussite de mon opération, je veux que vous preniez de la vitamine D. Ouais. Voilà. Et ça coûte rien, ça va coûter 8 euros, 10 euros. Voilà, c'est tout ce que ça coûte. Ouais. Alors que l'opération et la prothèse, elles coûtent vraiment très cher, quoi. Très cher, ouais, tout à fait. Après, voilà, hein, ils ont été formés, ils ont appris. En fait, ils se posent pas de questions. Hein, ils reproduisent et c'est tout, en fait. Hein, c'est un schéma éternel comme ça. Et je parle même pas des plateaux qui sont servis aux malades qui sont censés guérir à l'hôpital. Et je parle pas aussi du véritable carnage, par exemple, sur les infirmières de nuit, quand tu travailles avec des horaires décalés. Tout ça, c'est pas la chronobiologie n'est pas considérée. C'est un vrai problème. J'en ai parlé avec d'autres. Ouais. Personne ne considère la chronobiologie chez une infirmière, alors que aujourd'hui, le cancer du sein est considéré comme une maladie professionnelle chez l'infirmière. Donc, il y a un vrai problème aussi à ce niveau-là. Ouais, bah nous on fait des gardes, hein. On commence à 13h, on finit à 22h et de 22h jusqu'à 7h le lendemain matin, on a un bip de garde, on peut être appelé n'importe quand, en plein milieu de la nuit. Et enfin moi du coup j'ai une montre qui analyse mon sommeil et bah je m'y intéresse beaucoup plus depuis que je pratique l'alimentation cétogène aussi. Et c'est vrai que sommeil paradoxal, sommeil profond, tout ça en fait le lendemain je le sens puissance 10, enfin vraiment cette sensation de pas avoir eu toutes mes phases de sommeil. Et en fait le pire c'est de savoir qu'on peut pas le rattraper, c'est foutu pour foutu quoi. Et du coup, ouais, on arrive en plein milieu de la nuit avec ces néons, ces fameux néons de l'hôpital où, ouais, tout le monde a conscience que le manque de sommeil à long terme, c'est pas bon. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai commencé à lire le livre Pourquoi nous dormons, une des premières phrases, il dit que, 50%, on a 50% de plus de chances de développer soit un cancer, soit un système immunitaire qui est plus faible. Ouais, en fait, totalement, c'est vraiment véridique, quoi. Mais tu vois, le vrai problème, en fait, c'est juste que la question n'est pas considérée. C'est-à-dire que on peut être limité dans ses choix, dans ses outils, etc. Mais au moins, on considère. C'est-à-dire que dans un hôpital, par exemple, ça coûterait rien de dire on va réétudier l'éclairage pour le personnel hospitalier qui travaille la nuit. Typiquement, moi, je l'ai vu dans des études scientifiques, tu sais, sur l'endroit où on met les prématurés. Ils ont étudié la lumière, tu as plein d'endroits où ça a été fait. Maintenant, ils dopent de mélatonine les nourrissons qui sont prématurés. La mélatonine est centrale sur le sujet. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais clairement, c'est quelque chose de très étudié, en particulier chez le prématuré. Ça coûterait quoi de passer sur une lumière rouge dans les couloirs d'hôpitaux? Ça ne coûterait rien. Rien. Et on regarde, et après, on met des gens qui vont être spécialisés sur la chronobiologie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chronobiologie du personnel hospitalier qui est obligé de travailler la nuit? Est-ce qu'on lui prescrit systématiquement de la mélatonine? Est-ce qu'on fait une formation pour essayer que vous puissiez caler votre cycle chronobiologique par rapport au travail? Par exemple, le travail en 3-8, c'est une vraie connerie. Il n'y a pas pire que le travail en 3-8. Imaginons que quelqu'un doit travailler la nuit, il faut qu'il travaille tout le temps la nuit. Puis après, il décale sa phase chronobiologique et tout est adapté. On lui explique qu'il faut qu'il dorme dans une chambre totalement noire en plein jour.
On lui explique éventuellement s'il prend de la mélatonine, s'il doit se protéger de la lumière bleue, etc. Des ampoules rouges dans des hôpitaux. Tout ça, c'est pas des choses qui coûteraient très cher. Mais ça a un vrai impact. Aujourd'hui, c'est pas considéré. C'est un non-sujet aujourd'hui. Ouais, un non-sujet, tout à fait. Parce qu'en fait, si tout le monde avait conscience de ça, peut-être qu'il y a des choses qui seraient mises en place, mais le problème, c'est qu'en fait, tous ces gens ne savent même pas tout ça. Donc, on part de zéro, en fait, ou même de moins 100, de moins 1000. Enfin, c'est une cata. C'est une catastrophe. Et on avait parlé avec quelqu'un qui a fait un portrait keto, qui était hôtesse de l'air, et c'était le même sujet. Je lui ai posé la question sur la mélatonine, la chronobiologie, si elles étaient formées, parce qu'elles sont déphasées en permanence, vu qu'elles changent de fuseau horaire en permanence. Il n'y a rien. C'est pas pris en considération. Voilà, on en est aujourd'hui. Et tu vois, le premier pays au monde qui a déclaré le cancer du sein maladie professionnelle pour le personnel volant, personnel navigant, c'est le Danemark. C'était il y a une dizaine d'années déjà. Déjà, ouais. Oui. Donc, c'est pas du tout négligeable. On peut faire des choses. J'ai pas dit que c'était parfait de vivre déphasé, décalé complètement. Par contre, on peut réduire de façon radicale le risque. Voilà. Disons, en mimant de façon synthétique un cycle biologique naturel. Ouais, voilà. C'est comme ça. Je pense pas qu'on change tout de suite l'hôpital en France ou même ailleurs dans le monde parce que c'est pas mieux. C'est un peu partout pareil. Donc... Non, faut s'adapter. Voilà. Alors, un point peut-être intéressant, c'est comment tu vis en famille. Est-ce que ton conjoint aussi t'a suivi en régime cétogène? Ben, du coup, quand j'ai commencé à lire ce livre, je lui ai partagé tout ce que j'ai appris et c'est vrai que il était super intéressé. Après, moi, je cuisine beaucoup à la maison, donc je cuisine pour moi et en fait, lui, il mange aussi ce que moi je mange. S'il aime bien, il me le dit. S'il aime pas trop, il me le dit aussi. Après, il est moins investi que moi dans l'alimentation. Voilà, lui, l'essentiel, c'est de manger et puis bien qu'il se rend quand même compte que parfois un excès de sucre, ça lui fait pas du bien et il a conscience de ça. Mais c'est vrai que c'est moins poussé que moi, en fait. Après, du côté de ma belle famille, j'aime bien de temps en temps, à Noël, par exemple, j'ai fait des recettes de Nelly, j'ai fait une bûche, j'ai fait le foie gras du pauvre, le pain d'épices. Donc, tout le monde goûte. Voilà, c'est un échange et c'est intéressant. Moi, je partage des choses et puis eux aussi. C'est vrai que ma belle-mère, elle a du psoriasis et je lui ai déjà aussi dit plein de choses par rapport à ça. Après, une fois de plus, on peut pas être à la place des gens, donc on peut juste informer et puis on espère que un jour ça prendra. Sinon, les amis autour de moi, ce qui me manque un peu, c'est parfois d'échanger en fait sur cette alimentation. Je me sens un peu seule, c'est vrai, et ça c'est pas facile. Il y a des jours où juste d'avoir une discussion où en fait on se comprend quand on parle, on se rend compte des bienfaits, de l'impact de l'alimentation. Donc ça manque un peu. Mais après, ça vient au fur et à mesure et petit à petit, quoi. Oui, c'est vrai que la communauté du régime cétogène est encore toute petite en France. Moi, j'aime bien comparer ça un peu avec quand le régime vegan est arrivé il y a 20-25 ans, il y a eu tout de suite une forte adhésion parce qu'au niveau éthique, ça a plu immédiatement, etc. Il n'y avait pas de science, mais au niveau éthique, c'était facile à vendre, quoi. Et les gens se sont retrouvés en communauté, les restaurants véganes sont arrivés, etc., etc. On n'a pas ça en régime cétogène parce que c'est trop petit. Alors, hier, tu vois, j'ai enregistré pour l'instant le plus long portrait keto parce que c'est 4 heures et 1 minute. Et hier, en conclusion, j'ai dit à Mario, on va, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, la corruption dans la science, la corruption dans la médecine, etc. Alors j'ai dit, écoute, pour faire un grand congrès international de médecine autour du régime cétogène, il nous faut de l'argent. Et donc, si on a des gens qui veulent avec nous fonder l'église de kétologie et donner 10% de leur salaire pour qu'on ait des millions de dollars et qu'on puisse privatiser des hôtels et faire venir des médecins du monde entier. Tu sais, ils adorent les congrès tout payés par l'industrie pharmaceutique. Il faudra faire ça en régime cétogène et puis leur expliquer tous les bienfaits du régime cétogène. Eh ben, allons-y, on va faire une église. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire. C'est l'église des mangeurs de gras. Ouais, on était à Londres et il y a la street food qui est faite dans une église justement. Et en fait, c'est vrai qu'avec mon mari, parfois on se dit punaise, mais un truc comme ça en Alsace, chez nous, ce serait extraordinaire, quoi. Pas forcément dans une église, mais en tout cas ce principe où effectivement, axé sur l'alimentation cétogène, en fait, des choses très simples, mais qui pourraient être un point de départ, quoi. Après, bon, c'est comme tout, faut se lancer, quoi. Oui, bien sûr, mais toutes les idées sont bonnes et ce genre de choses. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une société un peu particulière. 2024, je pense que clairement, il y a beaucoup de liens sociaux qui a été brisé.
Il y a des gens qui, à l'époque, on avait déjà beaucoup de sujets pour se taper dessus, qui étaient la politique, la religion, etc. Là, la santé depuis 2020, avec le masque, les confinements, les vaccins, etc., ça a été un bon sujet pour se taper dessus. Donc, si tu n'as pas la bonne religion, le bon parti politique et le bon choix vaccinal, tu es tranquille, tu te retrouves tout seul chez toi. Et donc, recréer du lien social autour du régime cétogène, c'est une très bonne idée. Je pense que, oui, si quelqu'un veut santé, puis il y a plein d'églises vides en France, donc ça va être une façon de les recycler. Ouais, après, bon, c'est vrai que l'église, c'est plutôt vu, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, en France, faire ça dans une église, enfin, au niveau, ouais, à Londres, c'est beaucoup plus ouvert, en fait, alors qu'en France, c'est beaucoup plus carré, enfin, ouais, transformer une église. Oui, non, mais le vrai problème, en fait, c'est cette incapacité à réutiliser les choses. Je l'ai déjà vu, je sais plus où c'était, je suis allé en Hollande, je crois, ou je sais plus où, je crois que c'était en Hollande, où ils avaient recyclé une église catholique avec une médiathèque, bibliothèque, et c'était parfaitement aménagé, ils n'avaient rien touché à la structure de l'église, et donc tout le patrimoine architectural était parfaitement préservé, c'était chauffé, etc. Et ils ont donné une deuxième vie à une église. En fait, c'est ça où tu la démolis, quoi, en gros. Ouais, c'est ça qui est génial, il faut le voir dans ce sens, en fait, ouais. Je pense aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, la France est une grande nation avec une origine chrétienne catholique, mais à un moment donné, si les gens ils sont plus catholiques et que les églises elles tombent à l'abandon, les gens vont pas vouloir financer l'entretien de bâtiments qui servent à rien, qui en plus sont coûteux à entretenir. Leur donner une deuxième vie, c'est pas si fou que ça. Et aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. Ici, tu as plein d'églises à vendre, ça les dérange pas, et t'en fais ce que tu veux. Donc, il y a des gens, ils font des centres culturels, c'est souvent des lieux en plus qui coûtent rien. Typiquement, tu as un bâtiment de 1500 mètres carrés pour 90 000 $. Bon, ben voilà, tu n'as plus qu'à y trouver une fonction. Ouais, bon, bah, on va peut-être venir aux États-Unis alors. Oui, je t'ai dit, je vais la fonder ici, cette église de mangeurs de gras. Ça ne sera pas religieux du tout, mais ça sera. Tu sais, c'est juste un principe de coopération, c'est-à-dire des gens qui cherchent de l'aide. D'autres, un peu comme les alcooliques anonymes, un peu comme toi, dans cette idée-là. Tu as des gens qui sont très experts parce que ça fait 25 ans qu'ils ne boivent plus une goutte d'alcool. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool depuis plus de 25 ans, tu vois. Et je peux aider d'autres qui viennent d'arriver, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Système d'entraide, des astuces, ça sera à faire. J'avais pu participer, c'était l'année dernière, au mois d'avril, en Bretagne, à un stage keto, justement, qui avait été organisé. Et en fait, ça, c'était vraiment le point positif, de se retrouver à une dizaine et en fait d'échanger chacun nos connaissances, nos expériences, de cuisiner ensemble. C'est vrai que ouais, ça se fait un petit peu, mais pas encore assez, en fait. Donc, ça manque vraiment, quoi. On a encore du retard, tu vois. Par exemple, le seul pays en Occident qui n'a pas fait de grandes conférences sur le régime cétogène, c'est-à-dire en faisant venir des chercheurs, des gens de premier plan, etc., en faisant une grande conférence pour informer le grand public, bah, c'est la France. Tu en as eu partout, tu en as eu en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne. Alors bien sûr, je ne parle même pas des États-Unis, tu en as une par mois. Au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, tu as une grande conférence dans chaque pays. La France n'a pas été capable de faire ça. Et je me mets dans le lot parce que nous-mêmes, on y avait pensé en 2018. Et c'est quelque chose, finalement, on s'est dit, on va laisser tomber parce que le risque financier est énorme. Il faut louer une salle, ça coûte beaucoup d'argent. Tous les gens qui sont experts dans leur domaine ne vont pas venir gratuitement et il faut loger les avions, les hôtels, etc. Donc, il faut tout de suite allonger 40 50 000 euros, quoi, en sachant pas du tout d'avance si ça va marcher ou pas. Et puis, en plus, 2020 a brisé un peu le truc parce que maintenant, tout le monde s'est un peu habitué à la visio. Donc, les gens ne veulent pas physiquement se déplacer. Ouais. Donc, pour l'instant, en France, ça ne s'est toujours pas fait, quoi. Voilà. On est encore un peu en retard aussi sur ce sujet-là. Mais peut-être, il y a beaucoup de choses à faire. Si d'autres veulent s'en charger, il y a des choses à faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a besoin de plus de liens sociaux et plus de connexion, d'interconnexion entre les gens. Ça manque. Tout à fait. C'est un très riche témoignage déjà. Ça fait 1 heure qu'on papote tranquillement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, aborder un sujet spécifique, peut-être dans ton travail ou ta vie privée? Qu'est-ce que tu veux Ouais, peut-être plus dans le projet d'avoir un enfant. En fait, ce côté un peu, femme enceinte avec l'alimentation cétogène. Alors, j'ai pas fait des recherches particulières, mais je trouve pas toujours des bonnes informations. Voilà, est-ce que c'est pas conseillé, mais est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Tu vas avoir tout de suite ta réponse. Premièrement, et un point, tu sais, j'avais un projet, je voulais écrire un grand livre. Le titre provisoire, ce sera appelé Humain 2.0.
Et c'était pas un livre de moins de 600 pages, sans photo de Nelly. Là, c'était que du texte. Et l'idée, en fait, c'était de partir de la préconception jusqu'à la fin Ouais, de vie. ouais. Parce qu'il fallait brosser toute la vie. On a des étapes différentes. Alors, quand tu parles de régime cétogène, de nutrition, il y a une phase de préconception parce qu'il y a un aspect épigénétique. Mmh. Et donc, être en régime cétogène avant la conception, c'est très bien, Mmh. pour plein de raisons. Après, tu as la conception et la grossesse. C'est une autre phase spécifique. Et puis après, tu as l'accouchement, l'allaitement. C'est encore une troisième phase. Bon, eh ben, je vais directement te répondre très simplement, puisque la femme de Boris, je vais l'interviewer dans quelques jours, et elle va OK. nous donner son témoignage complet de son expérience en régime carnivore, préconception, conception, grossesse et allaitement. Ouais, OK. Donc, tu vas avoir. Alors, la science, je l'ai, bien sûr. On l'a sur le régime cétogène et les femmes et la grossesse, beaucoup avec des femmes qui étaient en régime cétogène pour l'épilepsie. OK. Et à un moment donné, la question s'est posée, comment on fait pour la grossesse? Est-ce qu'on maintient le régime cétogène? Et ça a été le cas. Ouais. Donc, on a aussi ça sur le diabète de type 1, on a ça sur le diabète de type 2, c'est-à-dire l'utilisation thérapeutique du régime cétogène en même temps qu'une grossesse. Voilà. OK. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est des arbitrages très différents. Et dans Bonjour Keto, je ne sais pas si tu l'as vu spécifiquement, j'ai alerté Ouais. l'allaitement. Ouais. L'allaitement, une femme avec son sein doit créer 70 grammes de glucides par jour pour le lait qu'elle va donner à son petit. Les glucides, ils ne viennent pas du ciel. Donc, soit tu trouves des glucides dans ton alimentation, soit tu vas utiliser les protéines pour fabriquer ces glucides, donc néoglucogénèse. Mais là, il va falloir manger, quoi. Hein. Donc, ça va être intéressant. La science, on l'a, mais le témoignage de la femme de Boris, c'est quelqu'un qui l'a expérimenté. Elle a un background médical, donc elle sait exactement ce qu'elle a fait. Elle a tout mesuré. Donc, je pense que son témoignage va être très utile. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que d'avoir des données, c'est bien, mais faut aussi être armé par rapport au gynécologue. En fait, tout ça, c'est encore un autre gros problème. Et du coup, ben, justement, d'avoir fait des recherches, d'avoir lu la science avant, moi, ça me rassure, en fait, pour savoir ce que je vais faire et dans quoi je vais me lancer le jour où ça arrivera, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'elle prenait des bains froids aussi. J'avais entendu le témoignage de Boris. Ouais. Justement, je me suis aussi posé la question, est-ce que quand tu es enceinte, ça pose un souci? Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de questions comme ça qui nous viennent. Et puis, En fait, c'est des freins psychologiques qu'on a en France qui sont basés sur rien. Et tu vois, aux États-Unis, moi, j'habite à Boulder, Colorado. C'est une ville très particulière. C'est un ghetto pour la santé et pour le sport ici. Donc, j'ai du champion olympique et du champion du monde à tous les coins de rue. Et ici, j'ai encore vu une grande championne qui est 2 fois ou 3 fois championne Ironman. Elle était enceinte au moins entre 6 et 7 mois. Elle était encore en train de courir à 14 km/h. Voilà, tu vas à la salle de CrossFit, même chose. Tu as des femmes qui sont enceintes de 6-7 mois, elles continuent le CrossFit. Et ici, ça passe tout seul. Enfin, c'est normal. Dans d'autres pays, ça serait vu un peu bizarrement. bah ouais, une fois de plus, quoi. Voilà, on parlait tout à l'heure de prothèses de hanche. Quand tu regardes la densité osseuse des squelettes qu'on a dans l'époque pré-agricole, la densité osseuse chez la femme à cette époque-là est supérieure à la densité osseuse chez l'homme maintenant. Ah ouais. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu mets de la contrainte sur de l'os, donc de la contrainte, c'est porter des choses lourdes, avoir des gros muscles, des gros tendons, donc ça te fait une tension sur le muscle, sur l'os, grosse densité osseuse. À l'inverse, quand tu as une faible masse musculaire, que tu portes pas de poids, etc., ben, faible densité osseuse, et 60 ans, une fracture du col du fémur. Voilà, c'est ça en fait le vrai problème. Et on a perdu un petit peu ça. Donc revenir à des fondamentaux, ce pourquoi l'être humain est designé, ça tranche vraiment avec le mode de vie moderne qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Faut vraiment, c'est vraiment un travail personnel à investiguer et puis à lancer parce que sinon, ça vient pas tout seul en fait, quoi. Il n'y a rien pour nous aider et pour nous mettre sur la bonne voie. Et toi, tu parlais de grossesse, là, j'en reviens, je saute du coq à l'âne, mais on parlait aussi de l'intervention régime cétogène pour le syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, tu as une grande partie des médecins qui sont spécialisés là-dessus, qui préconisent le régime cétogène. On voit très bien le lien entre, alors c'est pas que, mais on voit très bien le lien entre glycémie, insuline et ce syndrome particulier. Alors oui, il y a des soucis avec le microbiote intestinal, mais le microbiote intestinal est directement lié à ce qu'on mange aussi. Donc ça veut dire que tu recomposes ton microbiote intestinal avec ton régime cétogène. Et on voit que le régime cétogène marche très bien sur le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, je sais que ce syndrome touche de plus en plus de jeunes filles.
c'est important d'en parler aussi. Et on a de la littérature, on a beaucoup de littérature sur ce syndrome traité par le régime cétogène. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci, je peux me lancer. Oui. Par contre, il faut, ça je le mets en garde, il faut bien formuler son régime cétogène pendant une grossesse. Je ne sais pas si je ne devrais pas dire les formules d'usage en disant avec l'accord d'un professionnel de santé, un truc comme ça, quoi, tu vois. Voilà, juste histoire que la vidéo saute pas, je ne sais pas. Et puis, même chose après pour l'allaitement, c'est un régime cétogène parfaitement formulé pour l'allaitement parce que quand tu allaites ou quand tu n'allaites pas, tes besoins physiologiques sont totalement différents. Voilà. Donc, il faut bien formuler ce régime cétogène pour l'allaitement. Ouais, que ce soit alimentation et micronutrition, j'imagine aussi, et d'autant plus. Hein, ouais. Bien sûr, la micronutrition, le parent pauvre de la nutrition, les macros, c'est déjà compliqué avec le régime cétogène, mais les micros, c'est encore pire. J'ai d'innombrables grandes études qui nous alertent depuis des décennies, par exemple sur les problèmes d'iode. Il n'y a pas assez d'iode dans l'alimentation chez les Occidentaux. Du coup, quand une femme tombe enceinte, il n'y a encore pas assez d'iode pour l'enfant. On a des grandes études qui nous expliquent la baisse du quotient intellectuel des enfants juste parce que la mère ne mange pas assez d'iode. Ça fait des décennies que des grands spécialistes du sujet les alertent. Il ne se passe rien. Ouais. Ah, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Et puis, plein d'autres problèmes avec d'autres acides aminés, les problèmes donc, protéines, des femmes qui ne mangent pas assez de protéines, les types d'acides gras. Et puis, bien sûr, dans les micronutriments, il n'y a pas que l'iode, il y a le sélénium. La vitamine D, n'en parlons pas. 80% des gens carencés. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est... Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Eh ben, moi, j'aimerais déjà te remercier pour tous ces portraits keto, tout le travail que tu fais, toutes les études que tu décortiques, et aussi la façon dont tu le transmets, en fait, avec une simplicité dans la parole et dans les explications. Donc, c'est donné à tout le monde et ça, c'est vraiment important. Un petit mot pour Nelly et toutes les recettes qu'elle a confectionnées aussi. En fait, on voit que c'est hyper pointilleux et que elle a pris du temps et que c'est réussi. Donc, bravo à elle, bravo à vous deux. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Soyez acteurs de votre santé. Prenez vraiment conscience que l'alimentation, c'est le pilier, c'est la base de votre santé, de votre bien-être. Que c'est ici et maintenant qu'il faut agir et puis que vraiment il faut expérimenter l'alimentation cétogène par soi-même pour en tirer les bénéfices et c'est que comme ça que vous vivrez longtemps et en bonne santé et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Eh ben, c'était un très bon mot de la fin. Et je te remercie sincèrement pour ton témoignage qui, comme tu l'as dit, vient enrichir l'ensemble. Et j'espère que ça donnera des envies à d'autres personnes, au moins d'envisager et d'essayer le régime cétogène. J'espère aussi. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. À bientôt.